minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues, la lutte contre la fraude fiscale est un combat de longue haleine qui nous mobilise régulièrement. C'est l'un des plus grands défis du moment que de trouver les moyens d'en finir avec ce fléau qui nuit à l'équilibre du budget des États et contrevient au pacte social qui veut que chacun contribue à hauteur de ses moyens au financement des politiques publiques et de la solidarité nationale. Nous nous félicitons donc qu'un texte traite de ce sujet, texte qui s'inscrit dans la continuité des lois de 2013 et 2016. Et nous notons avec satisfaction un certain nombre d'avancées, comme par exemple la mise en œuvre de dispositifs pour encadrer l'activité des plateformes Internet, proposition d'ailleurs construite par le Sénat et notamment sous l'impulsion du rapporteur général du budget. Nous saluons aussi la mise à disposition de l'administration de Bercy de nouveaux outils, tels que le name and shame, la responsabilité des intermédiaires ou la création de la police fiscale. Cependant, au-delà de ces avancées notables, indiscutables, cette loi représente, à notre sens, une série d'occasions manquées. Sur le verrou de Bercy, d'abord, finalement, le texte aboutit à des propositions bien moindres que ce qui avait été défendu à l'unanimité par la mission parlementaire. Oui, il y a une avancée réelle, il y aura transmission automatique des dossiers les plus graves, mais à notre sens, ce pied dans la porte, si vous me passez l'expression, ne va pas assez loin, car davantage de dossiers, à notre sens, devraient être transmis directement au parquet, et notamment les dossiers dont le montant d'impôt éludé est supérieurs à 100 000 € et qui ont fait l'objet d'une sanction administrative de 40%. Ça nous semble quand même déjà relativement grave et susceptible d'être examiné par un juge. Il manque également, dans cette nouvelle version du verrou de Bercy, plus souple, mais qui reste le verrou de Bercy, la possibilité pour les juges d'ouvrir une information judiciaire de leur propre gré sur des affaires qui ne sont pas connexes à des affaires strictement fiscales. Donc il y a un certain nombre de dossiers sur lesquels les juges enquêtent sur de la corruption, sur d'autres délits financiers, mais pour lesquels ils n'auront pas capacité à ouvrir des informations judiciaires sans l'aval du ministère des Finances. Occasion manquée également sur la jurisprudence Talmont, et notre collègue Nathalie Delattre l'a souligné fort bien, car il nous semblait au contraire important d'inscrire dans la loi cette jurisprudence qui a permis d'ouvrir le procès UBS dont Éric Bocquet parlait il y a un instant, et qui d'ailleurs a été attaqué hier dans l'audience de ce procès, car cette jurisprudence reste fragile. Ne pas l'inscrire dans nous dire que c'est la rendre encore plus fragile que de ne pas l'inscrire dans la loi, j'avoue que cette subtilité a échappé à bon nombre d'entre nous et que là-dessus encore, nous restons sur notre faim. Cela a été dit également sur les lanceurs d'alerte. On aurait pu aller plus loin. Nous restons aussi sur notre faim sur la lutte contre l'optimisation, contre l'évasion fiscale, avec des pratiques souvent agressives, en tout cas qui ne respectent pas l'esprit de la loi quand nous votons des niches fiscales pour faire en sorte de ne pas les utiliser sans dessein économique, mais les utiliser uniquement pour éviter l'impôt. Certains députés, d'ailleurs, de la majorité le pensent également. Ce matin, je lisais dans les colonnes du Monde que des amendements allaient être déposés, minoritaires, je pense, au sein du groupe La République En Marche, pour remettre en cause un certain nombre de niches qui favorisent l'évasion fiscale. Eh bien, si le gouvernement voulait nous montrer qu'il est en pointe dans la lutte contre l'optimisation et l'évasion fiscale, eh bien, il ferait en sorte que ces niches, qui sont des niches à évasion, eh bien, soient resserrées afin de ne pas laisser faire. Mais ce que nous pensons, c'est que malheureusement, l'objectif principal de ce gouvernement en matière de politique fiscale, eh bien, c'est d'aider les entreprises coûte que coûte, quitte à réduire les dépenses sociales pour équilibrer le budget. Occasion manquée aussi en termes de transposition de la 5e directive anti-blanchiment qui a été adoptée dans l'Union européenne, qui, on va me répondre, vient d'être
inscrite par amendement dans la loi Pacte, mais on aurait bien gagné quelques mois si on avait pu, comme nous l'avions proposé, l'inscrire dans cette loi maintenant, parce que ça nous semblait vraiment complètement dans le sujet. Au-delà de ces rendez-vous manqués, il y a une philosophie que nous ne partageons pas. Cette philosophie considère que la fraude fiscale n'est pas un délit comme un autre, que ce n'est pas si grave et que ce qu'il faut privilégier, c'est la négociation pour que l'État rentre dans ses fonds. D'abord, c'est oublier que peu d'entreprises sont contrôlées, et puis c'est oublier aussi qu'il y a là une faute morale grave de la part d'entreprises ou de particuliers. Et nous souhaitons une véritable logique de dissuasion. Il ne s'agit pas de chasse aux sorcières, il s'agit d'une logique de dissuasion. Les nouveaux outils juridiques du plaider-coupable et de la convention juridique d'intérêt public qui sont inscrits dans cette loi rentrent dans cette philosophie et nous n'y sommes pas favorables. Mon collègue Thierry Carcenac reviendra sur beaucoup d'interrogations concernant les moyens qui vont être mis à disposition de l'administration fiscale et je conclurai en disant que l'expérience nous apprend que dans l'histoire, finalement, il y a deux sortes de lois contre la fraude. Celles qui interviennent après de grands scandales et celles qui viennent compenser une politique fiscale très avantageuse aux plus favorisés. Manifestement, ce texte s'inscrit dans la seconde catégorie et c'est pourquoi nous nous abstiendrons. La parole est à Monsieur Jérôme Bascher.